Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes sur Mediapart, journal totalement numérique, totalement indépendant et totalement participatif et qui fait une fois par semaine, les mercredis soirs, une télévision indépendante que vous pouvez voir sur notre site en direct, mais aussi sur Facebook, mais aussi sur YouTube, que vous pouvez partager, que vous pouvez revoir en replay. Bref, une télévision au service de la société. Dans quelques jours, dimanche prochain, un nouveau président de la République va s'installer au palais de l'Élysée. Après avoir été élu dimanche dernier, il se nomme Emmanuel Macron. Dans ce contexte, Mediapart, comme nous l'avons été depuis notre création, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis sous celle de François Hollande, sera au service de la société, de ses exigences, de ses résistances, de ses espérances, dans sa pluralité, dans sa diversité, dans son dynamisme, dont aucune force, aucun leader, aucun parti n'est propriétaire. Nous sommes au service de la société, c'est-à-dire du droit de savoir des citoyens, de leur droit de débattre, de leur droit d'échanger. Nous sommes, du coup, de ceux qui ne sont pas dans ce temps court de l'élection présidentielle, de cet événement de l'élection présidentielle. C'est un moment, mais il y a l'après. Que va faire la société? Que va-t-elle demander? Que va-t-elle exiger? Nous ne sommes pas dans ce qu'un jeune intellectuel, il y a 6 ans de cela, appelait le spasme présidentiel. Il s'étonnait de ce présidentialisme français. Il disait « On ne peut ni ne doit tout attendre d'un homme. Une élection n'apportera pas plus qu'auparavant le démiurge. » Ce spasme présidentiel, insistait-il, qui est loin du pouvoir charismatique, de la crispation césariste de la rencontre entre un homme et son peuple. Un présidentialisme qui empêche d'être, poursuivait-il, dans la délibération permanente, qui combat cette double vertu du parlementarisme et de la démocratie sociale que notre République a encore trop souvent tendance à négliger. C'est de qui? Emmanuel Macron, en 2011, dans la revue Esprit. Alors il était médiapartien peut-être à l'époque, aujourd'hui il est bénéficiaire de ce présidentialisme qui le place à l'Élysée. Donc nous serons là pour être, nous, fidèles à cette exigence démocratique et sociale. Et nous allons l'illustrer ce soir en donnant la parole à la société civile face à cet inédit, ce vieux qui est aussi du neuf, ce neuf qui est aussi du vieux, qu'est le début de cette présidence d'Emmanuel Macron. Nous le ferons en 2 temps. Un deuxième temps avec les 3 principales organisations syndicales, des dirigeants de la CGT, de la CFDT et de Force ouvrière. Y aura-t-il ou non un 3e tour social? Et puis nous le faisons dès maintenant avec les quartiers populaires, avec 4 figures, des combats inlassables pour la dignité, pour la justice, pour la vérité, pour l'égalité dans les quartiers populaires. Je présente nos invités et Karine Fouteau de Mediapart, qui suit toutes ces questions, sera celle qui m'accompagne dans ce premier temps et qui posera et lancera les interrogations. Laetitia Nonon, d'abord, vous êtes la présidente de Zonzon 93, le 9-3, la Seine-Saint-Denis, qui travaille sur toutes les questions de prévention de la délinquance, de situation carcérale, de situation aussi post-carcérale, des questions qu'en plus, vous l'avez déjà souvent raconté, vous avez connues de près dans l'histoire personnelle de votre famille, de votre père et de votre frère. En face de vous, Nassira Ghenif, vous êtes sociologue, anthropologue, socio-anthropologue, vous enseignez en Seine-Saint-Denis, puisque l'université Paris 8 est basée en Seine-Saint-Denis, et parmi tous vos travaux, je cite juste un de vos derniers livres qui illustre bien votre démarche, La République mise à nu par son immigration, et vous êtes déjà venu plusieurs fois
plusieurs fois à Mediapart. Omar Slaouti, qui est à côté de vous, vous êtes enseignant, militant antiraciste, porte-parole du collectif du 19 mars, qui avait organisé cette marche pour la justice et la dignité, et aussi vous animez le comité Vérité et Justice pour Ali Ziri, ce monsieur qui approchait de 70 ans et qui est décédé dans des conditions tout ce qu'il y a de plus discutable, alors qu'il n'y avait rien à se reprocher. Dans votre cas, vous, votre territoire, entre guillemets, c'est plutôt le Val d'Oise, Argenteuil, par rapport à la Seine-Saint-Denis. Et en face de vous, Majid Messaouden, vous êtes conseiller municipal à Saint-Denis, donc dans la ville de Saint-Denis, la ville des rois de France, mais la nôtre, et du peuple vivant, à Saint-Denis. Vous êtes donc élu Front de gauche, avec un positionnement très libre, j'allais dire, aussi bien critique de ce qu'a pu être la campagne de Jean-Luc Mélenchon, et en même temps de ceux qui refusaient ce qu'ils ressentaient comme une injonction au vote Macron pour le second tour, face au Front National. À toi, Karine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais qu'on revienne d'abord sur le vote de dimanche et du dimanche 23 avril. Dans les quartiers populaires, on observe deux faits principaux. L'abstention a été massive et en moyenne 10 points de plus que la moyenne nationale. Et cette abstention s'est accentuée entre le premier et le deuxième tour. Deuxième élément, c'est que les quartiers, semble-t-il, ont néanmoins voté massivement, en tout cas ceux qui se sont exprimés, ont voté massivement pour Emmanuel Macron, marginalisant complètement Marine Le Pen. Je vous donne deux exemples pour voilà, qu'on ait une ordre de grandeur des chiffres. Deux exemples, là où Emmanuel Macron a fait ses déplacements quand il essayait de s'adresser aux quartiers populaires. Donc d'abord à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec 30% des suffrages. Au deuxième tour, l'abstention représente 35% des inscrits et Emmanuel Macron obtient 79% des suffrages exprimés. Au Mureau, donc, qui était son autre déplacement dans les Yvelines, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon arrive également en tête avec 36% des voix. Et au second tour, l'abstention, elle, représente 34% des inscrits, donc on est à peu près dans le même ordre d'idées. Et Emmanuel Macron, en termes de suffrages exprimés, obtient 79% des voix. Donc la première question, je voulais vous la poser à vous. Laetitia Nonon, vous êtes donc originaire de Seine-Saint-Denis, c'est là que vous militez. Donc malgré cette forte abstention, est-ce que vous avez senti auprès de vos proches, de vos réseaux, des gens avec qui vous travaillez, une mobilisation en faveur d'Emmanuel Macron au deuxième tour, dans l'entre-deux tours ou même en fin de cette fin d'entre-deux tours? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui se passait en sa faveur pour expliquer qu'il ait eu quand même des résultats assez bons dans les quartiers populaires? Ouais. Oui, bah oui, surtout que nous, on a eu l'honneur d'accueillir Marine Le Pen le 1er mai à Villepinte. Donc c'est clair qu'il y a eu un élan, surtout auprès de la jeunesse. Il y a plein de jeunes qui se sont demandé comment on allait faire, est-ce qu'on allait se mobiliser, est-ce qu'on allait aller directement sur les lieux pour demander une interdiction. Ils ne savaient même pas comment s'y prendre. Ils voulaient même demander à Madame le maire d'annuler la rencontre parce que voilà, on ne sait pas pourquoi elle est là, comment elle est arrivée ici. Et c'est vrai que il y a deux sons de cloche. Il y a à la fois des personnes, des jeunes qui étaient sûrs que Marine Le Pen n'allait pas passer. Pour eux, c'était juste incroyable, c'est pas possible, les gens ils vont aller voter, vont se mobiliser, Marine Le Pen ne passera jamais. Et notamment la jeune fille qui m'accompagne, qui a voté au premier tour, mais pas au deuxième tour, parce que pour elle, c'était voilà, c'est impossible que Marine Le Pen vote. Et il y a d'autres personnes comme moi qui, parce moi Elle personnellement, ne voulait pas voter pour Macron non plus, quand vous disiez... C'est ça que ça voulait dire. Bon, en tout cas, elle m'a exprimé le fait que pour elle, Marine Le Pen n'allait pas passer. Elle ne m'a pas parlé de Macron, elle m'a dit que Marine Le Pen n'allait pas passer. Après, peut-être qu'elle ne voulait pas voter de vote d'adhésion, en tout cas. Oui, en tout cas, pas de vote d'adhésion. Sinon, bah non, elle serait partie dans les urnes, elle aurait voté Macron. Et du coup, après, il y a moi, par exemple, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Je ne veux pas que Marine Le Pen passe, parce que ce sont les miens qui vont être plus discriminés. Et les crimes racistes, c'est juste... pas possible. C'est pour ça que je me suis mobilisée au deuxième tour et que je suis partie voter. Et oui, j'ai mis l'urne, j'ai mis un vote Macron, quoi. Et plus un vote de défense contre Marine Le Pen ou quand même avec une pointe d'adhésion dedans? C'est particulier parce que je me dis, vu l'état de la France, on sort d'un mandat
de PS avec François Hollande. Pour moi, ça a été juste catastrophique, surtout les derniers projets de loi qui ont été votés, notamment ce qu'on appelle chez nous le permis de tuer. Je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Concrètement, moi, sur mes enjeux qui sont... Le permis de tuer, c'est l'usage des armes par les policiers. Hein, tout à fait, tout à fait. Moi, vraiment, sur ce qui me concerne, c'est-à-dire la prévention de la délinquance, l'insécurité, la police, quand je lis son programme, ce n'était pas catastrophique par rapport à ce que François Hollande nous a proposé. Donc moi, je suis restée sur ça et je me suis dit, bon, quitte à faire quelque chose, habituellement, je vote blanc, bah, je vais voter Macron et on verra par la suite. Après, je parle énormément avec les jeunes. Moi, je pars du principe que je suis obligée d'être optimiste, en fait. Parce que ce pays-là, il va nous faire péter les plombs, sinon. Sincèrement. Je suis obligée de me dire, bon, il y a deux personnes, il y a Marine Le Pen et Macron. De toute façon, il y en a un des deux qui va passer. Le vote blanc, malheureusement, il n'est pas comptabilisé. Aujourd'hui, pour moi, il ne sert strictement à rien. Juste après, dans des statistiques, à nous dire, oui, il y a des personnes qui n'ont pas voté, donc ça montre quand même qu'il y a un problème. OK, on le sait, ça fait des années et des années qu'on le sait, mais il n'y a aucun candidat qui a fait quelque chose concernant les votes blancs. Donc je me suis dit, ouais, bon, je vote Macron en espérant que ce soit pire que ce ne soit pas pire qu'hier. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai d'autres craintes parce que les programmes ne sont pas détaillés, les projets de loi ne sont pas détaillés, il y a beaucoup de flou dans tout ça. Et je me dis où est-ce qu'on va aller. Mais de toute façon, nous, après, je pense qu'on est, nous quatre concernés, on sera toujours là sur le terrain pour dénoncer les injustices et se battre. C'est ça la particularité. Nassir Hagheni, est-ce que vous avez eu cette sensation aussi que finalement la peur d'un FN au pouvoir a permis dans les quartiers que Emmanuel Macron soit élu? Oui, je pense qu'il a bénéficié en fait. Alors peut-être pas tant la peur que la lucidité. La peur, c'est les centres-villes. Les quartiers populaires, ça fait très longtemps qu'ils sont lucides sur le sort qui leur est fait, sur le fait qu'ils sont le laboratoire de toutes les formes de violence d'État et d'abandon institutionnel, puisque c'est aussi là que se sont développées des pratiques de racisme institutionnel et de racisme d'État. Donc c'est par lucidité qu'ils sont allés voter pour Macron. Et ils n'ont pas voté pour Macron, vraisemblablement, même si j'entends bien ce que tu dis. Effectivement, il y a, après tout, qu'est-ce qui peut être pire qu'un gouvernement de gauche qui a cumulé l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, légitime défense pour les policiers et la répression massive des mouvements sociaux. Donc, vu des quartiers, ça ne peut pas être pire, sans doute, quoique. Et par contre, ce que beaucoup de gens dans les quartiers avaient sans doute en tête, c'est que le passage de quelqu'un comme Marine Le Pen, c'était pas seulement le permis de tuer, c'était on ouvrait la chasse. Et d'une certaine manière, plein de gens se seraient sentis autorisés à remettre au goût du jour les ratonnades, les lynchages et l'ambiance particulièrement délétère qu'on a pu connaître pendant la guerre d'Algérie et après. Donc, il ne faut pas oublier une chose qui est souvent un peu passée sous silence, c'est que les crimes racistes, pendant très longtemps, étaient... D'abord, ils sont réguliers. Et ils étaient beaucoup pratiqués par des Français qui se sentaient en perte de prestige, qui sentaient qu'ils perdaient pied et qui n'arrivaient plus à maîtriser l'environnement dans lequel ils étaient. Donc, ils avaient tendance à s'en prendre aux voisins arabes, noirs, roms ou autres. Et puis ensuite, depuis à peu près une vingtaine d'années, ce sont les policiers, en fait, qui, d'une certaine manière, se sont vus chargés de faire le sale boulot. Et la majorité des crimes racistes, aujourd'hui, ce sont des crimes policiers. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si l'extrême droite revient, ça veut dire que de nouveau les crimes racistes deviennent une pratique généralisable. Et acceptable. Et acceptable par l'ensemble de la population parce que c'est une vengeance patriotique, parce que c'est le rétablissement du prestige de la France. C'est un racisme vertueux. C'est un racisme qui, quelque part, permet de rétablir l'honneur du pays. Donc, je pense que, moi je dis avec mes mots, mais ça c'est quelque chose qui, dans les quartiers, est une évidence. Il y a une forme de lucidité qui, effectivement, donne un avantage, d'une certaine manière, aux habitants des quartiers, notamment à la jeunesse des quartiers. C'est que leur grille d'analyse, elle est très en avance sur celle qui, actuellement, prévaut dans l'ensemble de la société française. Omar Slaouti, vous avez quitté le NPA il y a 6 ans. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un lien. Parti anticapitaliste. Voilà. Et vous avez hésité dans l'entre-deux tours
à vous abstenir et peut-être à voter Macron. En tout cas, quand je vous ai eu au téléphone quelques jours avant, vous n'étiez pas encore complètement décidé. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment s'est orienté votre vote et votre choix? Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? J'ai l'impression que tout commence, à vrai dire. Mais enfin, il se trouve que je me suis déplacé pour mettre une enveloppe vide dans l'urne. D'accord. Et au-delà des postures individuelles qui peuvent être intéressantes ici et là, je crois que la démarche d'analyse doit être évidemment collective dans cette affaire-là. Parce que je peux vous dire que dans ma famille, dans nos familles, à l'échelle de nos quartiers, à l'échelle de la France, de toute façon, il y a eu des débats extrêmement houleux autour de la table. Je ne sais pas comment ça se passait chez les uns et les autres, mais ça n'en finissait plus. Bon, y compris, ça pouvait être un sujet qu'il fallait éviter pour pouvoir aller jusqu'au fromage, si tant est qu'on puisse aller jusqu'au fromage et au dessert. Bon. Et je le dis parce que dans les quartiers populaires, il n'y a aucune raison d'avoir une sorte de posture essentialiste où on fonctionnerait totalement différemment. Il y a eu des vrais déchirements, des vrais questionnements, de part en part, avec, je crois, cette lucidité que tu exprimais il y a un instant, et avec en même temps une vraie interrogation sans doute plus alerte sur ce qui nous attend derrière Macron. Et je donnerai quelques exemples, parce que c'est quand même l'Uber présidentielle de l'affaire. Et tant et si bien que j'aimerais quand même... C'est le sens de l'enveloppe vide. C'est le sens de l'enveloppe vide, évidemment. C'est le sens de l'enveloppe vide ici, c'est évidemment à la fois de faire état de cette crise hégémonique du système. C'est-à-dire qu'on ne croit plus à ce système-là qui nous gouverne, et la crise, l'effondrement du Parti socialiste et de LR en sont les signes les plus patents, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sont des éléments extrêmement forts. Et en même temps, je le dis parce que c'est un élément extrêmement intéressant dans les quartiers populaires, c'est que quand ça a voté, France Insoumise a été vécue comme une alternative potentielle. Une sorte de sang neuf, une sorte de projet au contour peut-être flou ici et là, avec des limites sans aucun doute, et il y en a, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui pouvait représenter autre chose. Et je le dis parce que c'est extrêmement important. Moi, je regarde dans ma ville Argenteuil, quartier par quartier, eh bien, ça a beaucoup voté France Insoumise. Bon. Je ne dis pas que ceux et celles qui ont voté France Insoumise aujourd'hui sont satisfaits de la posture qui existe de ce mouvement politique. Pour autant, il y a eu une volonté de chercher une alternative, et ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une sorte de degré d'amertume extrêmement élevé, il y a une volonté d'aller trouver quelque chose ailleurs. Voilà. Et donc, ça me semble extrêmement sain de ce point de vue-là. Après, très honnêtement, ça a été dit par toi, Laetitia. Entre ceux et celles qui sont abstenus, ceux qui ont voté blanc, ceux qui ont mis des choses dans l'enveloppe, j'en connais quelques-uns qui ont voulu s'exprimer, et ceux qui ont voté Macron pour éviter le pire, exprimant à juste titre que le néofascisme, c'est pas pareil que le néolibéralisme, hein, voilà, en tous les cas, même s'il y a un débat sur le néofascisme, en tous les cas... C'est la position que nous avons prise à Mediapart. Absolument, c'est pas la même chose. Toujours est-il qu'il y a cette idée que cet arc-là, aussi divers puisse-t-il être, a nécessité de se retrouver autour d'un troisième, quatrième, je ne sais pas trop, mais il semblerait qu'il va y avoir des tours sociaux qui se profilent dans l'air du temps. Alors, Mathilde Messaoudane, vous non plus, me semble-t-il, détrompez-moi, éventuellement. Attention. Vous n'avez pas voté non plus. Mais vous pouvez évidemment nous expliquer pourquoi. Mais est-ce que néanmoins, vous avez senti autour de vous un mouvement, je repose un peu la même question que j'avais posée à Laetitia, un mouvement quand même un peu de dernière minute en faveur d'Emmanuel Macron? Puisqu'encore une fois, je reviens sur les chiffres qui sont assez forts, pour toutes les raisons qu'on vient d'exprimer, mais néanmoins qui sont assez forts. Alors ça s'est beaucoup abstenu dans les quartiers populaires, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et c'est pas anodin, l'abstention, elle a un sens éminemment politique. Il faut sans cesse le répéter à mon avis, parce que le vote blanc ou l'abstention sont des expressions politiques. Et tant qu'on n'en tiendra pas compte, juridiquement parlant et dans les faits, on ne fera pas baisser cette abstention dans les quartiers populaires. Je n'ai pas senti de mouvement pour Macron, j'ai senti une peur sur laquelle beaucoup de gens ont joué contre Le Pen. Je n'ai pas vu, moi, dans le bureau de vote que j'ai présidé dimanche dernier, des gens venir en me disant « Putain, c'est notre chance. » Qu'il gagne. Non, c'était qu'elle perde. C'est quand même dramatique d'en arriver à ce genre de posture. Donc moi, effectivement, au premier tour, je n'ai pas fait la campagne de Mélenchon. J'ai dénoncé sa campagne. Pourquoi? Pourrait-on savoir? Je trouve qu'il a un ego quand même assez surdimensionné. Il le prouve encore aujourd'hui en voulant mettre au pas tous les militants et tous les élus qui ont fait sa campagne depuis des mois et des mois. Je trouve qu'il est irrespectueux par rapport à l'histoire du Parti communiste notamment, que j'ai quitté moi en 2010.
mais pour lequel j'ai encore beaucoup d'affinités, beaucoup d'affection. Et je trouve, moi, qu'il est irrespectueux par rapport à ces militants et à ces militantes qui ont donné jours et nuits, j'en connais des dizaines, pour faire gagner Mélenchon. Et donc, je trouve que vouloir mettre au pas des élus, des militants, des militantes, en leur faisant signer la charte de la France insoumise, en mettant des candidats parachutés, comme à Montreuil-Bagnolet, par exemple, où on parachute des gens qui sont complètement hors sol, alors que la France insoumise se targue d'être quelque chose de nouveau en politique, alors qu'en fait, ils font comme les autres partis politiques. Ce que vous avez dit aussi, c'est que ces candidats aux législatives, et y compris pendant la campagne, toute l'équipe manquait de diversité. Et finalement, c'était toujours les mêmes, les blancs. Regardez le porte-parole de la France insoumise. Il y a Leïla Chaibi qui a émergé sur le tard, mais regardez tous les partis politiques aujourd'hui, c'est blanc à 99%. La réalité, elle est quand même celle-là. Vous prenez l'Assemblée, le Sénat, c'est encore ça aujourd'hui. Donc, on a aussi besoin de voter pour des gens qui viennent de là où on vient, qui vivent ce qu'on vit. Et force est de constater que les élus de banlieue qu'on a aujourd'hui, c'est des élus qui habitent à Paris, pour la plupart. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est pas supportable. Donc moi, je ne pouvais pas aller voter Mélenchon et me regarder dans la glace. Donc entre les deux tours, j'ai effectivement, au sort du premier tour, dit que je ne voterai pas Macron. Puis ensuite, il y a eu une avalanche de « Mais comment ça? Mais si t'es fasciste, si tu votes pas Macron, c'est-à-dire que tu votes Le Pen ?» J'ai trouvé ça mais assez insupportable, des gens qui se découvraient antifascistes au soir du premier tour et qui faisaient la leçon à des militants de quartier qui, tous les jours, se battaient contre le Front National et les conséquences de ces politiques, et surtout contre la reprise des idées du FN par Valls, par Estrosi et d'autres qui passent leur temps à mettre les idées du FN au pouvoir et dans les arcanes du pouvoir. Donc du coup, je ne me voyais pas, moi, voter pour un mec comme Macron. J'étais en Algérie pendant l'entre-deux tours, j'ai bien fait de partir, vraiment. Et là-bas, on me disait, mais vote, on veut pas Le Pen, sinon on ne pourra plus venir te voir. Donc j'étais là, ok, d'accord. Mais du coup, je n'ai pas pu mettre un bulletin à Macron, donc j'ai mis des bulletins personnalisés dans l'enveloppe. C'était au-dessus de mes forces. Pour plein de raisons, parce qu'il y avait évidemment zéro adhésion. J'ai pas voulu répondre, succomber à la peur sur laquelle on voulait nous faire, enfin sur laquelle beaucoup de gens ont joué, notamment les grands médias, dont certains très proches du candidat Macron. Donc je voulais pas tomber là-dedans. Et au final, je regrette absolument pas mon geste. Je voulais pas non plus qu'il soit élu à 90%. Donc voilà, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que je ne me sentais pas de voter pour lui. Et je trouve que voilà, l'injonction qui est faite de faire barrage au FN tous les 5 ans, je trouve qu'elle n'est pas du tout à la hauteur de ce dont on a besoin aujourd'hui. Et qu'il va falloir prendre les choses en main et faire en sorte qu'on n'ait pas le même scénario dans 5 ans. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ça, en fait. C'est un autre enseignement, en fait. Hein, c'est intéressant ce que vous avez dit ce soir, parce que c'est un autre enseignement de l'élection en général, pas seulement dans les quartiers populaires. C'est que le vote blanc et les votes blancs et nuls ont explosé par rapport aux dernières présidentielles. Donc, sans doute que le nouveau président, d'une manière ou d'une autre, devra en tenir compte. Voilà. Justement, toute cette diversité de points de vue, y compris des débats qui nous ont animés ici, et qui animent évidemment les lecteurs de Mediapart. Est-ce que, et vous y avez fait une allusion, Laetitia, au début, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas le fait qu'il n'y ait pas de réaction unanime, qu'il y ait une envie d'exprimer un rejet, un refus, etc., par rapport au fait que nous partageons tous le même engagement antifasciste, n'est pas le poids désastreux du bilan de ce quinquennat? Je dis ça parce qu'on est dans la journée où on voit ce feuilleton Valls qui devient comme le sparadrap du capitaine Haddock dont personne n'a envie tellement, mais qui symbolise tout ce qui a été piétiné. Est-ce qu'au fond, vu des quartiers, est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire que quand même, on a eu, au-delà de la droite et de la gauche, incarné par Valls, mais ce n'est pas que lui, Hollande, finalement, un pouvoir qui a été le plus humiliant, le plus dédaigneux, dans tous les symboles. Est-ce que je suis excessif en disant ça ou est-ce que vous le partagez? Non, je trouve que c'est totalement en phase avec la réalité. Je voudrais juste souligner, dans les quartiers populaires, puisqu'on parle que d'eux, lorsqu'il fallait virer Sarkozy, il
il y a eu, le vote, du coup, était extrêmement important. Je peux vous assurer qu'il y avait des queues devant les bureaux de vote à n'en plus finir, parce qu'il fallait absolument prendre le virer bulletin Sarkozy, Hollande pour virer et Sarkozy. en même temps avec un espoir réellement sur ce personnage que pouvait être Hollande, qui n'est pas simplement un vote en creux, mais y compris en plein, avec une adhésion relative. Je le dis parce que ça explique, du coup, en retour, le degré de déception qui est à la hauteur des espoirs qui ont pu être mis dans une politique de gauche, avec les limites sans doute, mais de gauche de redistribution sociale en tout cas, et puis un peu plus d'égalité, je pense au droit de vote des étrangers, qui sont des mesures symboliques extrêmement fortes. Et de protection des libertés. Protection des libertés. Eh bien, il faut croire que la déception a été sans aucun doute plus forte dans les quartiers populaires parce que ce sont des zones de relégation sociale où la crise du système capitaliste est sans aucun doute plus importante et où les espoirs étaient d'autant plus grands. Donc, vous voyez qu'on est capable de se déplacer très fortement. Ne pensons pas que dans les quartiers populaires, il n'y ait pas d'analyse ou de grille politique de la situation. Et de ce point de vue-là, je rejoins particulièrement ce que tu as dit. Les votes blancs ou les abstentions ont une signification éminemment politique qui rejoint du coup ce que vous faites. Ça va être court. Nous, le quinquennat Hollande, on n'a pas vu beaucoup de changements sur certains aspects avec le quinquennat de Sarkozy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rentrée qu'on a faite sans se mobiliser pour avoir un enseignant dans chaque classe. On a des écoles surchargées, on a des services publics exsangues, on n'a pas de financement, on a des transports qui sont sous-calibrés. Donc on vit, enfin c'est ce que disait Omar, et encore nous, Saint-Denis, on est super bien desservis par rapport à d'autres villes. Je pense à Sevran, à Villepinte, etc. Mais malgré ça, on a vraiment eu le sentiment qu'une fois de plus, les quartiers populaires ont été la grande absente, non pas seulement du programme, mais de l'action au quotidien du président et de ses ministres. Donc du coup, tout ça aussi, ça nourrit une certaine défiance vis-à-vis de tous les candidats. Si je peux remonter un peu plus loin, je me souviens des élections municipales de 2001, où à l'époque, ça avait été, la gauche avait perdu à peu près partout, sauf elle avait gagné Paris. Le PS avait gagné Paris puisque Bertrand Delanoë était devenu maire. Et à l'époque, donc tout le monde considérait que c'était bien, voilà, on avait réussi. Et donc, je pense qu'il y a eu une grille de lecture complètement erronée à partir de ce moment-là, où personne n'a compris qu'en fait les élections se gagnaient et se perdaient à la périphérie, et non plus au centre, en fait. Et c'est effectivement pour ça qu'il faut toujours avoir en tête de savoir pourquoi est-ce qu'on s'abstient, pourquoi est-ce qu'on ne s'abstient pas, pourquoi est-ce qu'on vote massivement contre Sarkozy et pourquoi est-ce qu'on ne vote pas massivement pour Macron. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'erreur systématique qui est reconduite, qui est due à l'arrogance des politiques et qui peut permettre de comprendre pourquoi est-ce que Hollande a cru aussi qu'en fait il avait un blanc-seing. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se reconduit. Il y a une continuité parfaite entre Hollande et Macron, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a déjà oublié qu'en fait, les gens qui ont donné leur voix à Macron n'ont pas approuvé le programme Macron. Il y a déjà... Nous n'avons cessé de le répéter ici. Voilà, mais ce qui est très étrange, c'est que, par exemple, les gens... à Macron lui-même. Oui, je suppose que lui, il a tout intérêt à l'oublier aussitôt que ça a été dit, mais il y a même des gens dans son entourage, et puis un peu plus loin, qui considèrent qu'en fait, il est en position de force pour imposer son programme. Donc cette idée que la périphérie, les quartiers populaires n'arrivent pas à se faire entendre alors même qu'ils ont un propos qui est parfaitement articulé d'un point de vue politique, ça va continuer à être effectivement une attitude cynique qu'on a vue jusqu'à présent. Pourquoi s'arrêter ? Laetitia Nonon, et puis après on avance, là, cette fois-ci, dans le projecteur et puis dans le rétroviseur. Okay. Voilà. Moi, juste sur cette question-là, j'aimerais aussi qu'on mette un peu les projecteurs sur les Outre-mer. Parce que moi, je viens de la Martinique, il y a des quartiers aussi prioritaires là-bas. Mayotte, quand même, a fait un score hallucinant au niveau du FN pour la simple bonne raison que personne ne va les voir, qu'il n'y a aucun politique concrètement qui fait le déplacement et qui travaille quotidiennement. Qui travaille quotidiennement avec les Mahorais. Après, moi, la question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi que nous, en tant que militants et membres de la société civile, qu'on se remette en cause, nous, habitants des quartiers populaires. Si à un moment donné, on n'arrive pas à créer un véritable rapport de force, si au niveau des programmes, on n'arrive pas non plus à faire en sorte qu'on parle de nous et qu'on parle de nos problématiques, il faut aussi à un moment donné qu'on se remette en question et qu'on se dise, pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment ça se fait qu'on est tous là ? Il y a des intellectuels, il y a des militants associatifs, il y a des universitaires, il y a des personnes qui travaillent, peu importe, des mères au foyer qui donnent toute
toute leur âme dans le milieu associatif. Mais pourquoi, en 2017, les quartiers populaires sont absents des programmes? Donc à un moment donné, c'est qu'on n'a pas réussi à faire ce rapport de force. Pour moi, c'est ma conclusion. Alors moi, maintenant, ma question, c'est comment faire pour exister au-delà de nos sentiers, au-delà de la bourse de Saint-Denis, au-delà de nos marches, parce que c'est vital pour les futures générations. D'ailleurs, la marche a été captée par le nouveau président. J'étais quand même effarée. Alors je sais bien que c'est parce que ça permet d'être Emmanuel Macron et En Marche. Hein. On a bien compris qu'il y avait une espèce de subterfuge là. Mais j'étais sidérée de voir qu'il a capté la thématique de la marche. Alors que c'est une thématique qui renvoie aux opprimés, aux damnés de la terre, à ceux qui, effectivement, hein, c'est la classe En Marche. Il n'est pas interdit d'être habile. Mais le problème, effectivement, c'est que tout le monde lui accorde ça. On va vous confronter à l'habileté, car comme vous savez, avec l'habitude des questions qui fâchent à Mediapart, et c'était rappelé tout à l'heure, certains ne sont pas venus, mais nous sommes pour inviter tout le monde, et nous avons donc, sauf l'extrême droite évidemment, nous avons donc à 2 reprises eu longuement Emmanuel Macron, passant au filtre de nos questions. Et là, c'est la première séquence. La première séquence, c'était à l'automne dernier, donc juste avant qu'il ne se lance officiellement dans sa campagne, et c'est au cœur de la question des quartiers populaires, la question de l'ubérisation de la société. Regardez. J'ai compris que vous préfériez un auto-entrepreneur qui trime 60 heures par semaine pour gagner à peine un SMIC au volant de son véhicule particulier plutôt qu'un chômeur au RSA. Donc c'est ça votre modèle social? C'est ça votre solution contre le chômage de masse? Ce retour au 19e siècle sous prétexte que ce serait la marche du 21e siècle? Alors, je vais vous répondre très précisément. Question cash, réponse cash. Réponse très cash. Allez à Stein expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Allez, là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA, moi je ne suis pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc c'est pas vrai que c'est la fin du salariat et autres. C'est pas vrai. Bon. Donc on ne parle pas de la grande majorité. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Alors, cette séquence, je dis à nos invités, l'équipe de communication d'En Marche s'en est saisie tout de suite. Question cash, réponse cash. A fait un petit module isolé. Ça a fait, je ne sais plus, je n'ai pas refait le compte, mais ça a fait très vite 4 millions de vues. Ça a fait un tabac. Donc, à toi, Karine, de voir comment nos invités réagissent à cela. Ouais, je voulais vous faire réagir sur les propositions d'Emmanuel Macron, parce que finalement, il en a fait quelques-unes qui concernent les quartiers populaires. Alors, bon, son projet, en général, allie individualisme, mérite républicain, prime à la réussite. Quand il était au Murau, par exemple, il a dit vouloir remettre dans les quartiers un imaginaire républicain de réussite et permettre la circulation des énergies. Voilà. Alors, Nassira Ghenif, est-ce que cette approche, le modèle Uber, finalement, n'est pas quand même susceptible de plaire à certains et de parler à certains jeunes, notamment ceux qui ont échoué à l'école, ceux qui se sont vus fermer les portes des formations? Et finalement, est-ce que ceux-là, ils ne pourraient pas trouver là une manière de s'en sortir? Alors, mais que ça puisse séduire, pourquoi pas? C'est la physique des fluides, en fait, qui nous propose la circulation des énergies dans une espèce de discours complètement ésotérique. Mais par contre, ce qui est quand même fascinant, c'est que la raison pour laquelle ça peut marcher, c'est parce que la formule qu'il propose au début, méritocratie, etc., elle a échoué lamentablement, et de façon structurelle, et depuis des décennies. Il suffit de regarder, par exemple, le programme... le dispositif d'éducation prioritaire, les ZEP, REP, etc. Ouais, on y reviendra, ouais. C'est un dispositif qui n'a jamais réussi à être soutenu par l'État. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une politique de rééquilibrage, c'est une politique d'action positive qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que c'est la démonstration que la méritocratie ne fonctionne pas, qu'elle ne peut pas fonctionner, et que lorsqu'on est dans les quartiers populaires, que ce soit en raison de la ségrégation spatiale ou en raison de la racialisation des populations, c'est évidemment les populations qui sont les moins susceptibles de tirer leur épingle du jeu. Ça n'est pas le but, elles n'ont pas vocation à ça. Donc qu'est-ce qui reste une fois qu'on est damné?
il reste l'ubérisation, c'est-à-dire le sentiment, et ça c'est quelque chose, c'est une idéologie qui est vraiment tout bord confondu. Vous êtes issu du quartier. Donc en fait, on va vous extirper de la gangue dans laquelle vous êtes, on va en sauver quelques-uns, mais la démonstration va être faite que parce qu'on n'en sauve que quelques-uns, tous les autres ne sont pas bons, en fait, et ne sont pas légitimes, et ne méritent pas d'être sauvés. Et je crois que c'est aussi ça qui est derrière l'ubérisation. C'est qu'on va sélectionner, il y aura des élus et il y aura les autres. Sur l'école, justement, vous en parliez, là aussi, il a fait quelques propositions qui ne sont pas inintéressantes, je vais les citer. 12 élèves par classe en CP, CE1 dans les zones d'éducation prioritaire assez vite, si j'ai bien compris. Bon, on va voir il a dit ici qu'il s'engageait dès la à rentrée, réussir à septembre cette année. Donc, est-ce qu'il va réussir à ouvrir le nombre de classes physiquement et d'établir? On verra. On fait comment? Deuxième, revalorisation de la prime de 3 000 € par an pour inciter les enseignants à venir dans les quartiers, dans les zones d'éducation prioritaire et essayer d'affecter des enseignants chevronnés dans ces zones-là. Bon, sur le papier, en termes d'éducation... Moi, sur le papier, je peux presque signer. Le problème, c'est qu'on nous l'a fait 10 fois, cette promesse-là. Et nous, je vous dis, il n'y a pas une rentrée qu'on fait à Saint-Denis sans se mobiliser avec les parents d'élèves pour vérifier le jour de la rentrée qu'on a bien un enseignant ou une enseignante dans chaque classe. Vous vous rendez compte de... Voilà. Alors qu'à Neuilly, ils ne se soucient pas de ces problèmes-là. Donc il y a bien une ségrégation de classes. Et il y a bien... Enfin, pour moi, la façon dont sont traités les quartiers populaires en matière d'éducation relève du racisme structurel. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication que de dire on s'en fout, c'est des Noirs, des Arabes, on met les moyens à Paris et on verra ce qui reste pour eux. Et c'est vraiment ce qu'on sent aujourd'hui, parce que mettre 12 élèves par classe, il faut, pousser les murs. Un groupe scolaire, c'est 20 à 30 millions d'euros par an, à la charge des villes. Donc ça veut dire que qui finance? Les villes, on n'a plus de thunes. Donc ça veut dire que c'est... L'immobilier, c'est vous. Oui. Le bâtiment, c'est nous. Les enseignants, c'est évidemment l'éducation nationale. Mais les bâtiments, c'est nous, l'entretien et la construction. Là, en l'occurrence, vous êtes ciblés. Enfin, il faudra faire des efforts non, on ne va pas nous payer le programme de Macron. Voilà, on ne va pas payer le programme de Macron. Et en ce qui concerne les enseignants, moi, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on demande à avoir les enseignants les plus chevronnés. Sauf qu'ils sont tous à Paris. Ils sont tous à Paris, intramuros. Et la prime pour inciter, moi j'aimerais qu'on oblige les enseignants chevronnés à enseigner dans les quartiers populaires. Je ne vois pas au nom de quoi un enseignant choisirait les enfants auxquels ils vont transmettre le savoir. Au nom de quoi, si l'éducation elle est nationale, un enseignant ou une enseignante choisirait, ben non, moi je ne veux pas l'enseigner à Saint-Denis, je vais enseigner à Paris. Au nom de quoi des enfants de Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs seraient sacrifiés sur l'autel du choix personnel d'un enseignant. Je trouve que là-dessus, on a un vrai problème et que vous pourrez mettre les primes que vous voudrez, ça ne suffira pas à faire venir les enseignants ou les enseignantes. Il faut obliger les enseignants qualifiés, chevronnés, à venir enseigner chez nous. Mais je pense qu'il y aurait une solution, en fait. C'est qu'il faudrait sans doute changer aussi le mode de formation, de façon à ce que des enseignants qui sont jeunes, qui sont débutants, mais qui sont bien formés, soient parfaitement armés et équipés pour enseigner en ZEP et en REP. Ça, c'est quelque chose qui, on le sait, il y a des critiques qui sont faites par rapport à l'enseignement et à la formation des professeurs des écoles. Et ça pose le problème des deux côtés. C'est-à-dire que ceux qui sont chevronnés ne voudront pas y aller, mais ceux qui pourraient être chevronnés au début de leur carrière, pourquoi pas? On peut faire le pari d'être chevronné dès le début de sa carrière. Ça n'est pas possible. Alors, Omar El Idissia, vous pourriez réagir aussi à tout ce qui vient d'être dit, mais on va voir justement une deuxième vidéo de Macron. Alors là, c'était vendredi dernier, juste avant le second tour. C'est sur les questions de discrimination, notamment à l'embauche. Je généralise le testing à l'embauche, justement pour éviter la sélection sur le CV, l'adresse, etc. Pas le CV anonyme dont tout le monde a conclu qu'il ne marchait pas, mais d'avoir ce que j'avais lancé avec Myriam El Khomri quand j'étais ministre et qu'elle était ministre, qui est les premières pratiques de testing pour la lutte contre la discrimination, généralisation, priorité de l'inspection du travail sur ces testings, pénalisation de la pratique et name and shame, pour parler en bon français, c'est-à-dire qu'on sort les entreprises qui sont les plus délinquantes sur ce sujet-là. Pour leur faire qui est honte. Le truc Shame, ça qui veut est dire le honte. plus puissant. Je l'ai fait sur les délais de paiement, c'est extrêmement dissuasif. Donc ça, c'est très brutal en termes de lutte contre les discriminations sur le plan économique, je l'assume. Karine.
Alors Laetitia Nonon, je voulais justement vous poser une question là-dessus. Vous aidez des jeunes qui sont tombés, qui risquent de se retrouver dans la délinquance. Vous êtes là du coup pour leur ouvrir des perspectives. Donc l'emploi me semble être l'objet tout choisi pour vous. Donc Emmanuel Macron propose 2 mesures pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Les emplois francs, donc, qui consiste à verser une prime aux employeurs qui embaucheraient un jeune venu des quartiers. Bon, visiblement, ça n'a pas marché, mais vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Et le name and shame, donc, qui consiste à rendre public le nom d'une entreprise dont on aurait découvert à l'occasion d'un testing à l'aveugle qu'elle discriminerait les personnes qu'elle embauche. Comment vous réagissez à ces propositions ? Déjà, nous, on a déjà du mal à travailler avec les entreprises qui sont en zone franche. Oui. Concrètement, aujourd'hui, il y a plein de sociétés. J'habite à Villepinte, donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a le parc des expositions, où là, il y a tous les sièges sociaux des grosses sociétés. On a déjà du mal à trouver des stages pour des élèves de 3e, alors que ce sont des stages qui ne sont même pas rémunérés à la base. Il y a même le stage scolaire, vous voulez dire, des élèves de 3e, vous n'y arrivez pas? Ah non, c'est très compliqué. C'est une obligation à l'école, il faut qu'ils... Oui, ils sont obligés de prendre des stages. Du coup, ces entreprises n'acceptent pas? Non. Absolument. Ils n'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas de personnel pour les accompagner, et puis pour eux c'est un poids, et puis ils n'ont pas le temps, et puis ils n'ont pas envie. Peut-être les enfants des salariés qui habitent eux-mêmes à Paris ou ailleurs. Oui, c'est aussi ça. Mais ça c'est clair qu'à mon avis ça marche comme ça. Donc du coup on s'entraide, on a des associations, on peut prendre des stagiaires, mais on aimerait bien aussi leur faire voir autre chose, le monde vraiment de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Donc l'idée d'une incitation, vous pensez que ça peut avoir un impact ou moi, je pense qu'il vaut mieux tester parce qu'on arrive quand même à un stade où la recherche d'emploi est très compliquée dans nos zones, qu'on a des gamins qui sortent d'un cursus scolaire, d'un bac +2, bac +4, qui ne trouvent pas d'emploi. Donc à un moment donné, il faut faire du forcing auprès des grandes entreprises. Donc je pense les mettre en avant leur enseigne en leur disant oui, voilà, telle société n'embauche pas des personnes qui sont sur son territoire, c'est quelque chose de bien, mais je pense qu'il faut aussi toucher au porte-monnaie. Il faut mettre des amendes, au même titre qu'on... Alors, il parlait de sanctionner, de fait, dans son entretien à Mediapart. En cas de découverte de discrimination, il parle de sanctionner. Après, il faut voir comment il va sanctionner, ça c'est la question, mais je pense que ça reste une bonne idée. Et j'aimerais juste réagir, oui. Sur l'ubérisation concernant surtout l'école. Moi, mon fils étant en classe de 5e, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui sont venus travailler en Seine-Saint-Denis parce qu'ils voulaient. Donc, vraiment des bons professeurs qui donnent corps et âme. Il y en a qui sont même fatigués parce qu'ils ont envie vraiment de travailler dans les zones, malheureusement, qui sont désertées par l'éducation nationale, où il y a très peu de choses, mais ils ont envie de contribuer. Moi, ma question, c'est, par contre, quand il n'y a pas de professeurs, on ne peut rien faire. Combien de profs... Les remplaçants sont... Quand il n'y a pas de professeurs, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on recrute des professeurs venus tout droit de Pôle emploi avec à peine un petit bac, c'est compliqué, quoi. Et ça impacte directement nos gamins. Du coup, vous avez des doutes sur ces propositions en termes d'ouverture de Moi, personnellement, même dans ma fille passe en CP cette année... L'autre fille, oui. C'est qui Voilà. Ma fille passe en CP cette année. Vu son école, je ne sais pas comment ils vont faire pour mettre 12 élèves par classe. Vous êtes sceptique pour l'instant? Je suis sceptique, quoi. Je reste vachement sceptique. Les 3e, 4e, 5e tours annoncés par Omar Slaouti, il y aura peut-être la rentrée scolaire. Suivant comment ça se passe. Peut-être que tu as une question pour Omar. Oui, j'ai une question pour Omar, effectivement. Oui. Mais peut-être, Nassira, vous vouliez dire quelque chose sur l'école, sur l'embauche, sur le testing. Sur le testing, ouais. Alors, il présente ça comme étant la panacée, la nouveauté à laquelle personne n'avait pensé. Enfin, bien sûr. Quand même, ça fait très longtemps que le testing est pratiqué. Et il y a même un débat pour considérer qu'en fait, le testing, c'est le minimum qu'on puisse faire et c'est pas si efficace que ça. Parce qu'en fait, c'est aller chercher une aiguille dans une botte de foin, d'une part. Et puis, d'autre part, en fait, ça fait que lorsque vous ciblez, si vous n'avez pas les bons paramètres, si vous n'avez pas les bons critères pour choisir les entreprises dans lesquelles vous pratiquez ça, vous passez à côté de la routine des discriminations dans l'accès à l'emploi, sans parler, parce que le testing, c'est pour y entrer, mais après les carrières freinées pendant 25 ans, on fait comment? Comment va-t-il aller chercher les responsables des RH qui font tout pour que, dès qu'on est basané, on n'arrive pas à avoir la même carrière que les autres? Alors Omar Slaouti, je voulais vous interroger sur les violences policières et la mesure qu'il proposait, enfin ou plutôt ne proposait pas, puisque
alors pour le coup, je ne pense pas que ce soit sur Mediapart, mais enfin bon, bref, il s'est dit qu'il était opposé au récépissé pour lutter contre les... C'est la référence. On a pris date sur tous les points. Oui, il était opposé au récépissé pour lutter contre les contrôles au faciès, notamment parce que, alors moi, j'avais jamais entendu cet argument, parce qu'il craignait le trafic de papier. Bon, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu? Et alors, ma question, elle est d'un autre ordre. Est-ce que il n'y aurait pas moyen, de votre côté, de contourner cette critique et vous, de proposer de nouvelles solutions techniques, informatisées, je ne sais pas, avec le téléphone portable, sécurisé, vite fait, sécurisé des deux côtés, voilà, finalement, est-ce que c'est pas là le rôle de la société civile de dire « Ah, vous avez peur des trafics de papier, ben nous, on a une solution technique à vous proposer. » Est-ce que c'est pas là votre rôle de dire « Voilà, nous, on a quelque chose qui sera fiable, sécurisé, du côté du jeune ou de la personne interpellée, comme du côté du policier. » Un pragmatisme. Est-ce qu'il ne faut pas, à vous, inventer de nouvelles solutions? Mais, Karine, je tiens à vous affirmer ici que ça existe déjà. C'est extraordinaire. Non seulement il y a évidemment des victimes, mais le propre de la victime, lorsqu'il y a des chaînes, c'est de secouer les chaînes. Il y a de la réaction, il y a de l'opposition, et ça nous vient notamment des États-Unis, mais pas que. On a aujourd'hui des groupes d'individus qui filment les policiers pendant les contrôles. Et je peux vous assurer que les affaires qu'on a pu mettre en exergue, où les policiers sont directement impliqués dans des cas de violence policière, et l'affaire qu'on appelle l'affaire Théo, mais que nous appelons, nous, dans notre milieu, l'affaire des policiers violeurs ou du policier violeur, eh bien, ça n'a pu voir le jour que parce que la scène a été filmée. Des témoins ont filmé. Finalement, c'est du name and shame à sa manière. Ça permet effectivement de visualiser, de rendre visible des agressions. Ça marche, hein. Voilà. Parce que là, ça marche. C'est vrai. Vous voyez. Alors donc, il existe évidemment cette réactivité de la société civile qui est juste extraordinaire, y compris dans les quartiers populaires, justement pour donner le contrepoids, la contre-mesure de ce qui nous est imposé et de certains ce que nous subissons. Donc, nous avons en même temps un problème avec M. Macron, puisque à la question qui lui a été posée quand même sur ces contrôles au faciès, où l'État français a été condamné tout de même à 2 reprises, y compris en appel en novembre 2016, eh bien, Valls a fait la sourde oreille et on n'a strictement rien vu venir de ce point de vue-là. Mais vu des quartiers populaires, vu de ceux et celles qui ont l'accent accroché au visage, ça en dit long sur la volonté politique de ne pas bouger en quoi que ce soit cette situation d'oppression structurelle, le mot a été prononcé, entre ceux et celles qui détiennent des pouvoirs symboliques, et pas que, ils sont armés, et celles et ceux qui sont là pour les subir. J'aimerais quand même, parce que ça me semble important, je le dis ici, quand on vit dans les quartiers populaires, que ici les auditeurs et les auditrices ne pensent pas que les quartiers populaires sont détachés du reste de la France, y compris les problèmes dans la ruralité profonde sont partagés par la question de ce qui peut traverser aujourd'hui les quartiers populaires, notamment le fait que la disparition des services publics. Et il faut le dire aussi sous cette forme-là, quand on regarde les chiffres un peu brutaux, ce qu'on appelle les zones sensibles, on a 2,8 fois plus de chômeurs, on a des taux de chômage des jeunes qui atteignent 50%, des taux de familles sous le seuil de pauvreté qui sont jusqu'à 3 fois plus importants dans les quartiers populaires que dans le reste de la métropole, mais qu'on peut retrouver aussi dans la ruralité profonde. Des femmes qui font partie de familles monoparentales, ce sont elles très majoritairement, qui ne sont pas d'ailleurs obligatoirement avec l'accent accroché au visage, mais quand on n'a pas de moyens, c'est là où on va vivre, parce que ce sont des zones de relégation sociale. Ces femmes, pour plus de 60% d'entre elles, n'ont pas d'emploi, et c'est bien plus important que les femmes de familles monoparentales dans d'autres quartiers. Pourquoi est-ce que je le dis ça ? Parce que j'ai envie de dire que le néolibéralisme qui se profile et qu'on mange régulièrement à toutes les sauces, eh bien les quartiers populaires sont un laboratoire vivant et d'un certain point de vue où les conséquences aiguës sont les plus importantes. Tant et si bien, et c'est là où Macron, qui personnellement me fait penser à Thatcher avec une cravate, il nous ressort des vieilles méthodes qui viennent, il se dit ni de droite ni de gauche, mais il nous ressort des méthodes de droite et de gauche qui n'ont jamais marché. Les emplois francs, ça a été mis en place par le gouvernement précédent. Ça a été arrêté avant la fin. Pour quelle raison ? 250 emplois créés, ce qui est évidemment ridicule, là où on en entendait des milliers, évidemment. Ça a été arrêté, mais M. Macron remet 100 balles dans la machine, parce que lui n'a peur de rien. Et donc on a à chaque fois des vieilles recettes qui ne fonctionnent pas, qui évidemment nous invitent à croire que l'enjeu dans cette affaire-là, c'est un enfumage. L'affaire de l'ubérisation, quand il veut, il retourne à Stein. Et quand il veut, il va s'adresser à ceux et celles
qui ont fait l'expérience de l'auto-entrepreneuriat et qui, au passage, certains se sont mis en grève. Parce que quand on est détenteur d'un véhicule dont on doit payer encore les traites et qu'on n'arrive pas à faire rentrer l'argent et qu'on fait 60 à 80 heures et qu'on arrive à peine à toucher le SMIC, beaucoup d'amertume. En Seine-Saint-Denis, entre 2013 et 2015, plus de 10 000 personnes se sont réinscrites au RSA après avoir fait une expérience d'auto-entrepreneuriat. Pour dire que, évidemment, ça ne fonctionne pas, même si certains ont essayé de jouer le jeu. Et quand je dis certains, qu'on s'entende bien ici, certains sortaient de prison et avaient la bague, le bracelet électronique au pied pour pouvoir réintégrer la vie sociale. Parce que c'est très compliqué quand on sort de prison. Et Laetitia en sait quelque chose sur ces parcours de réinsertion. Eh bien, même ceux-là qui ont joué le jeu de l'auto-entrepreneuriat avec cette fameuse ubérisation ont été extrêmement déçus et ont lâché l'affaire de ce point de vue-là. Alors voilà un peu la situation vue des quartiers. Ces recettes-là, on les connaît parfaitement bien, ça ne fonctionne pas trop. Quant à ce qui est des zones d'éducation prioritaire, juste un point. On demande simplement à ce qu'il y ait des continuités de gouvernement en gouvernement. Les enfants qui sont à l'école, quand bien même on arriverait à les placer 12 élèves par classe, qu'on pousse les murs, et c'est extraordinaire, ce serait vraiment l'idéal. Piketty a démontré qu'il y a en effet des résultats lorsqu'il y a moins d'élèves par classe. Lorsqu'ils arrivent au collège, le collège c'est le maillon faible dans le cursus de l'éducation nationale. Et lorsqu'ils arrivent au lycée, eh bien les moyens ne sont plus là, et du coup les scolarités s'écroulent d'un certain point de vue. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui, puisque les lycées ne sont plus zone d'éducation prioritaire depuis le passage de Mme Najed Vallaud-Belkacem au gouvernement. Laetitia Nonan, je voulais justement revenir avec vous sur les prisons, sur les propositions qui ont été faites sur les prisons. Donc, il veut créer 15 000 places supplémentaires et prévoit que toute peine prononcée soit exécutée, y compris les peines de prison ferme inférieures ou égales à 2 ans, ce qui serait un retour en arrière. Et en même temps, il annonce vouloir augmenter les moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc, comme si, en fait, il jouait un peu sur les deux tableaux. Comment vous analysez cet ensemble de mesures? Ouais, c'est complexe parce que du coup, il essaye de la balance, il essaye de la... Ouais, de la... comment dire? La maintenir. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Moi, je pense que 15 000 places de prison en France, c'est juste... Pour moi, c'est pas possible qu'on parle de 15 000 places de prison en France, alors que les prisons actuellement sont... dégradé, on va à Fleury, on va à Fresnes, on va à la Santé, c'est juste abominable ce qui se passe. Pour avoir le droit à avoir une cellule individuelle. Ça, oui, mais c'est ce que Sarkozy aussi avait dit. C'est ce que Sarkozy aussi avait dit quand il a augmenté le nombre de prisons. Après, on sait très bien qu'aujourd'hui, les prisons en France, c'est aussi un business. Maintenant, ce sont des boîtes privées qui construisent les prisons. C'est aussi, il faut le dire, ça enrichit qui? Et c'est l'État, après, qui paye des loyers tout le temps, à des entrepreneurs qui sont Bouygues et autres. Donc c'est un vrai business, l'insécurité, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gamins qui sont en prison parce qu'ils n'avaient pas de ceinture de sécurité. Les mandats de dépôt, c'est hallucinant. Combien de jeunes que je connais sont en mandat de dépôt pour des ceintures, pour des courses-poursuites, pour des soi-disant des outrages et rébellions. Moi, mon frère, la première fois qu'il a été incarcéré, c'était pour outrage et rébellion. Il avait 18 ans. Il n'avait rien fait avant. Et il a été incarcéré. Donc moi, j'ai envie qu'on travaille surtout sur la prévention de la délinquance. J'ai rien vu dans son programme, malheureusement, sur la prévention de la délinquance. Et sur comment on évite la casse-prison. Comment on évite la casse-prison, bien évidemment. L'engrenage terrible. Malheureusement, je n'ai rien vu. Après, le milieu carcéral, 15 000 places de prison en plus, pour moi, c'est juste... ça ne sert à rien. Je pense que c'est juste... une action parmi tant d'autres. Puis c'est surtout entériner le fait que la délinquance est endémique dans les quartiers populaires et qu'il faut administrer la population, sachant qu'il y a une partie de la population qui a vocation à finir en prison. C'est comme s'il y avait... C'était inéluctable. Majid, on approche de la fin. Il y a quelque chose dans l'intervention de Macron, quand il parlait des jeunes de Stein, qui pouvaient faire Uber et ça les empêcherait de tenir les murs ou de dealer. Sauf qu'il y a des gens qui font autre chose que tenir les murs et dealer à Stein et ailleurs. Ils bossent, pour beaucoup, légalement. Ouvriers. Il y en a qui ont bac plus 8 et qui ne trouvent pas de taf et qui ne veulent pas forcément se résoudre à faire Uber. Donc un peu de respect aussi pour ces gens-là, pour ces parcours, ça ferait pas de mal. Et ne pas tomber dans le cliché le plus bas. Voilà. Et peut-être un mot chacun sur ce nouveau pouvoir qui arrive, promet un renouvellement des formes de politique, jeunesse, renouvellement du personnel politique, entrée de la société civile dans l'exécutif, dans le pouvoir. Finalement, qu'est-ce que ça change pour vous
en termes de mobilisation, de revendication? Est-ce que du coup, ça ne vous contraint pas, d'une certaine manière, à vous adapter à cette nouvelle forme de pouvoir qui arrive et à formuler différemment, à vous adapter, et du coup, pour que les revendications portent, à les articuler, à les formuler différemment? Je voudrais montrer que les questions cash, on ne les réserve pas qu'à Macron. Donc je vais donner la version cash. Est-ce que, en ayant vos logiciels, chacun de militants, sachant qui sont les adversaires, est-ce que dans vos réponses-là, vous ne sous-estimez pas, indépendamment des forces sociales qu'il y a derrière lui, ce qui pourrait surgir dans ce mix de libéralisme économique, de libéralisme politique, ces déclarations sur la colonisation, par exemple, ou d'autres choses? Est-ce que vous ne sous-estimez pas les surprises qui pourraient survenir et l'exigence, au fond, vous en avez parlé tout à l'heure, Laetitia, en disant il faut qu'on se remette en cause aussi, on ne peut pas toujours mouliner les mêmes logiciels, de comment, quelque part, Macron met au défi les combattants de l'émancipation. Question cash, réponse cash. En tous les cas, partiellement, je ne sais pas si la réponse sera particulièrement cash, mais en vérité, nous souffrons les uns les autres d'un cadre de convergence, j'ai envie de dire quasi absolu. C'est-à-dire que nous sommes tous le nez sur le guidon, sur des luttes au quotidien extrêmement importantes à l'échelle de nos quartiers ou au-delà, mais pour autant, il manque des éléments de convergence. Voilà pourquoi je le dis, parce qu'en même temps, c'est cash et c'est une date. Le 20 mai, à Stalingrad, il y a une occupation de place avec une volonté de lier à la fois la question des violences policières, la question des grands projets inutiles avec les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et d'ailleurs, la question évidemment de la loi Macron qui remet en cause le code du travail et tout ce que ça peut pouvoir dire, la question de la fin de l'état d'urgence parce qu'on n'en peut plus de cet état d'urgence qui a visé en plus une catégorie de la population que sont les musulmans et les musulmanes, mais au-delà de ça, nos libertés publiques qui sont mises à mal. Bref, place Stalingrad, il y a ces premiers pas pour pouvoir converger ensemble. Qui appelle place Stalingrad? Alors, c'est nos droits contre leurs privilèges. Donc, c'est 70, 80 associations, structures, dont ATTAC, dont le syndicat de la magistrature, dont un ensemble de syndicats qui vont de Solidaires à des sections de CGT, etc., dont certains collectifs contre les violences policières. C'est un arc de force extrêmement large. Quelle heure, le 20 mai? Alors, c'est le 20 mai à 15h. Ce sont des premiers pas. Il y a eu le premier tour social déjà. C'est quand même extraordinaire que le lendemain, le 9 mai, il y a eu une volonté d'occuper la rue pour donner un petit peu... Nous allons en parler avec les organisations syndicales. Parce qu'évidemment, je tiens à dire la chose suivante. Du 8 mai, pardon. Les quartiers populaires ne sont pas coupés, évidemment, des questions sur la loi Macron. Il faut bien comprendre que ça peut faire la chasse aux chômeurs, par exemple. Eh bien, c'est mettre des gens dans les quartiers populaires, les montrer du doigt. Ça aussi, ça a été mis en place par Sarkozy. Et on voit bien à quel point ça s'est traduit par le fait que les statistiques s'améliorent, mais que ça réduit en rien du tout la situation. Et un dernier point, quand on dit qu'on veut faire des dépenses publiques 3% de déficit en moins, ça veut dire moins de services publics. Or, les services publics, c'est à peu près 40 milliards, 45 milliards. C'est énorme, c'est à peu près l'équivalent du CUCE qui a permis aux entreprises de n'embaucher qu'à peu près 80 000 personnes. C'est-à-dire qu'avec ça, on aurait pu embaucher 500 000 personnes nous-mêmes. Eh bien, les services publics, c'est extrêmement important pour réduire les inégalités entre les uns et les autres. Voilà pourquoi je tiens à dire que le débat qui va suivre est impacté par le débat qui précède et réciproquement. Nous avons à voir avec le mouvement syndical qui va tout à l'heure s'exprimer, parce que tous ensemble, dans nos quartiers, nous devons ensemble, avec nos associations, travailler ensemble. Voilà. Moi, je me fais aucune illusion sur... évidemment qu'il y aura des tentatives d'enfumage de la part du gouvernement Macron, il y aura des effets d'annonce. C'est un très bon communicant, il a beaucoup de monde autour de lui. Nous, les réponses qu'on apportera, ce sera des réponses par rapport aux politiques qui seront menées. Donc... évidemment, il faudra regarder ce qui sortira des législatives en termes de majorité parlementaire ou pas, d'alliance. Ça dira déjà pas mal de ce qui pourra être mis en place à pas mal de niveaux. Et puis, est-ce qu'il sera obligé de droitiser son discours ou pas en fonction des alliances qu'il sera obligé de mener? Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Mais je me fais absolument aucune illusion pour nos quartiers. Absolument aucune. Parce que ces gens-là en sont déconnectés, mais d'une force... Enfin, c'est intersidéral. Je pense, moi, que si il n'y a pas de moyens mis dans les quartiers populaires, c'est aussi tout bonnement parce que ces gens-là n'en viennent pas, n'y vivent pas, n'y mettent pas leurs enfants. Donc, du coup, c'est le cadet de leurs soucis. Et je pense que, fondamentalement, et ça rejoint ce que disait Laetitia, il faut que les quartiers populaires entrent à l'Assemblée et au Sénat. Il faut qu'on prenne le pouvoir parce que nous sommes les seuls à même de respecter et de faire pour les nôtres. Voilà. C'est pas... Non, Nassira, un dernier mot de en fait, conclusion. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité à démonétiser toutes celles et ceux qui ne font pas sa politique.
Et c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas aller sur son terrain. Il faut ménager le terrain à partir duquel toutes celles et ceux qui n'admettent pas ce que Macron est en train de faire, mais ce qui s'est déjà produit par le passé et ce qui risquerait de continuer, il faut complètement déplacer le centre de gravité, en fait. C'est pour ça que les mobilisations, c'est bien, mais ça ne suffit pas, en fait, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'articuler des propositions qui soient véritablement alternatives et qui ringardisent. Parce que, en fait, son programme, à plein de points de vue, il est ringard, en fait. Sauf qu'il est apparu comme la panacée parce qu'on est dans un désert politique et idéologique tel qu'il émerge, quoi. Mais finalement, il faudrait retourner le risque de démonétisation et l'opposer à Macron en lui disant « Mais est-ce que vous n'êtes pas déjà un peu périmé ?» C'est toujours la question des hégémonies idéologiques. Qui est-ce qui donne le là? Laetitia, un mot de conclusion avant qu'on passe au débat suivant. Ok, moi, mon mot de conclusion, c'est assez particulier. Moi, j'ai envie d'y croire, en fait. Parce qu'il est Macron hors de question. J'ai envie, pas de croire à Macron. Je voulais, comme vous dites, je crois en Dieu, c'est déjà pas mal. Précisez à quoi. J'ai envie de croire à nos forces, à nous. J'ai envie de croire à notre envie de faire avancer des choses. Et je me dis, il est hors de question de vivre 5 ans encore à être contre tout, à être anti-tout. J'ai envie d'être productif, j'ai envie d'avancer, parce que derrière moi, il y a des gamins et que je suis confrontée quotidiennement à des enfants qui nous regardent comme ça en nous disant « Mais en fait, dans quel pays on vit ?» Moi, j'ai envie de donner une autre image et je vais y contribuer, je vais me battre parce qu'on n'a pas le choix. Donc, j'irai dans certaines manifs, j'irai pas dans d'autres, parce que je vais pas passer mon temps ni à manifester, ni à faire des rassemblements, ni à faire des marches. C'est ça aussi le problème. Comment on fait pour amener les jeunes de quartiers populaires dans les marches, dans les rassemblements qu'on organise nous-mêmes? Pour la plupart, ils ne viennent pas. Parce qu'ils veulent autre chose. Parce que eux, les marches, les rassemblements, ils ont vu 83, c'était génial, mais stop, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on propose d'autre pour redynamiser tout ça, les quartiers, la jeunesse? Et comment aussi des organisations qui travaillent pour les quartiers prioritaires viennent aussi sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui travaillent au nom ou qui parlent au nom des quartiers prioritaires, mais qu'on ne voit jamais sur le terrain. Alors à un moment donné, il faut aussi que toutes ces personnes-là, elles s'affolent et qu'elles se disent c'est bien de faire des trucs internet, machin, mais il faut aussi venir nous voir. Absolument. Parce que c'est là qu'ils sont les besoins. Les besoins, ils ne sont pas que sur la visibilité. Donc oui, il faut redynamiser. Moi, j'ai envie de foncer. J'avancerai avec les jeunes, avec tout le monde. Et c'est aussi dire aux Français, on va pas encore pleurnicher, quoi. Moi, personnellement, j'ai eu une vie assez particulière, comme tout le monde. J'ai eu des tragédies comme tout le monde. J'ai vécu des tragédies comme tout le monde. Mais je ne peux pas regarder ma fille de 3 ans et lui dire « Bon, ma fille, bah, écoute, ça va être dur. » C'est comme ça. Bah non, je vais avancer et puis qui va me suivre. Il faut qu'on avance, parce qu'on n'a pas le choix. En tout cas, merci pour ces belles paroles. Et qui ne sont pas que des belles paroles. Vous êtes, toutes ces causes communes, comme on dit à Mediapart, sont toujours les bienvenues ici. Et sachez qu'on les accompagnera tout le temps, dès qu'on peut, comme on peut, et n'hésitez pas à nous utiliser tout bêtement.